Imaginez investir des centaines d'euros dans des bacs surélevés, les remplir de terre coûteuse chaque année, arroser quotidiennement parce que l'humidité s'évanouit tout simplement, et à la fin de l'année, vous vous demandez si c'était vraiment la meilleure solution. Alors que tout le monde prêche que les bacs surélevés sont l'avenir du jardinage, une méthode est en train de disparaître presque complètement de notre mémoire collective. Une méthode qui a fonctionné pendant des siècles, qui ne nécessite aucun matériau coûteux, qui stocke l'eau comme une éponge et qui offre des rendements dont les jardiniers de bacs surélevés ne peuvent que rêver. Cette méthode a été perfectionnée par nos ancêtres à une époque où l'autosuffisance n'était pas un choix de vie, mais une question de survie. Si vous envisagez sérieusement de nourrir votre famille à long terme, si vous ne voulez plus dépendre des supermarchés, si vous voulez comprendre à quoi ressemble la véritable résilience au jardin, alors restez pour cette vidéo. Car ce que je vous montre aujourd'hui pourrait changer toute votre approche de la culture alimentaire. Et si vous appréciez qu'aucun conseil superficiel ne soit partagé ici, mais plutôt des connaissances solides qui fonctionnent réellement, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Laissez un j'aime pour que plus de gens apprennent qu'il existe des alternatives. Et restez jusqu'à la fin, car c'est là que tout s'assemble en un système qui peut vous rendre véritablement indépendant. Nous vivons à une époque où les prix des denrées alimentaires s'envolent, où les chaînes d'approvisionnement sont devenues fragiles et où nous sentons que les systèmes sur lesquels nous comptions ne sont plus aussi stables que nous le pensions. En même temps, nous assistons à une renaissance du jardinage. Les gens veulent à nouveau cultiver leur propre nourriture, et l'industrie l'a bien compris. Les bacs surélevés sont commercialisés comme la solution parfaite. Pratiques pour le dos, propres, modernes, et oui, ils ont leur place. Mais personne ne parle des inconvénients. Personne ne mentionne le fait que nos grands-parents et leurs propres grands-parents utilisaient une méthode complètement différente qui ne nécessitait ni plastique, ni bois acheté, ni remplissage constant. Cette méthode s'appelle la Hügelkultur et elle est aussi vieille que l'agriculture elle-même. Hügelkultur signifie littéralement « culture sur but ». C'est un système dans lequel des matières organiques, en particulier du bois, sont disposées en couches dans de longues buttes et recouvertes de terre. Ces buttes deviennent des organismes vivants qui libèrent des nutriments pendant des années, stockent l'eau et créent un microclimat qui fait exploser la croissance des plantes. En Europe centrale, cette méthode a été utilisée pendant des siècles. En Europe de l'Est, dans les Alpes, dans les Carpates, partout les gens comprenaient que la nature est un système parfait si l'on apprend à travailler avec elle plutôt que contre elle. En Hongrie, cette méthode était appelée Hocséker. En Allemagne, on parlait de planches de bois mort. En Autriche, ce sont les agriculteurs de montagne qui rendaient leurs pentes raides fertiles de cette manière. Pourquoi ces connaissances ont-elles presque disparu? Parce qu'elles ne peuvent pas être vendues. Elles ne nécessitent ni kit, ni vis, ni recharge annuelle. C'est radicalement simple et radicalement efficace. Et c'est précisément pour cela que cela ne correspond pas à une économie qui prospère grâce à la consommation. Parlons de chiffres, car les chiffres ne mentent pas. Un bac surélevé moyen en bois de mélèze, de 1,20 x 2,40 m, coûte entre 200 et 400 € selon la qualité. En plus de cela, il vous faut environ 350 à 600 litres de terre pour le remplir. Un terreau de haute qualité pour bac surélevé coûte entre 10 et 20 € par 40 litres. Cela signifie que le remplissage initial vous coûte à lui seul entre 80 €. Au total, vous en êtes à au moins 300 à 700 € pour un seul bac surélevé. Après 3 à 5 ans, la terre se tasse, le bois commence à pourrir et vous devez remplir ou reconstruire. Calculé sur 10 ans, vous investissez facilement plus de 1000 € dans un seul bac surélevé. Une butte de Hügelkultur vous coûte le bois que vous pouvez ramasser et votre temps de travail. Si vous avez accès à une forêt, une propriété avec des arbres ou un voisin qui veut se débarrasser de ses branches, les matériaux vous coûtent 0 €. Même si vous devez acheter du bois, cela revient peut-être à 50 ou 100 € pour un matériau qui alimentera une butte de Hügelkultur pendant 20 ans. Vous pouvez prendre la terre de votre jardin, d'un chantier de construction ou d'un tas de compost. Vous n'avez pas besoin d'un terreau parfait. Vous avez simplement besoin de terre. La différence n'est pas seulement financière,
C'est une question de savoir si vous voulez être un consommateur dépendant ou un producteur indépendant. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la hugelkultur n'est pas seulement une alternative au bac surélevé, mais leur est supérieure à presque tous les égards. Le premier principe est le stockage de l'eau, et c'est là que cela devient vraiment fascinant. Un bac surélevé est essentiellement un conteneur de terre posé au-dessus du sol. Cela signifie que la terre est exposée à l'air de tous les côtés. En été, un bac surélevé chauffe comme un four. Les parois latérales, qu'elles soient en bois ou en métal, conduisent la chaleur vers l'intérieur. La position surélevée fait que le vent tire sur la terre de tous les côtés et emporte l'humidité. L'humidité s'évapore plus vite. Les plantes ont besoin d'eau quotidiennement, parfois même plusieurs fois par jour, surtout lors des journées chaudes dépassant les 30 degrés. J'ai parlé avec des dizaines de jardiniers de bacs surélevés, et ils rapportent tous la même chose. En juillet et août, l'arrosage devient une corvée quotidienne. Certains arrosent matin et soir. Cela ne signifie pas seulement une consommation d'eau élevée, cela signifie aussi du stress. Si vous êtes en vacances, si vous êtes malade, si vous avez simplement eu une journée fatigante, vos plantes souffrent. J'ai vu des bacs surélevés où les tomates avaient séché parce qu'elles n'avaient pas été arrosées pendant 2 jours. 2 jours. Une butte de hugelkultur fonctionne exactement à l'inverse. Le bois à l'intérieur de la butte agit comme une éponge géante. Le bois frais, en particulier les bois tendres comme le peuplier, le saule ou l'aulne, peut absorber son propre poids en eau. 1 mètre cube de bois de peuplier frais pèse environ 400 à 500 kg et peut stocker 200 à 300 litres d'eau. Imaginez cela. Dans une butte de hugelkultur de 6 mètres de long, 1 mètre 40 mètres de large et 1 mètre de haut, vous avez environ 2 mètres cubes de bois. Cela correspond à un volume de stockage de 400 à 600 litres d'eau. Pas dans un réservoir, pas dans un conteneur, mais là même où vos plantes s'enracinent. Mais il y a mieux encore. Lorsque le bois pourrit, sa structure change. Il devient poreux et spongieux. Cette structure est parfaite pour le stockage de l'eau. Après 2 ou 3 ans, lorsque le processus de décomposition est bien entamé, le bois pourri peut même absorber plus d'eau que le bois frais. Une sorte d'éponge naturelle est créée, qui s'imbibe d'eau à chaque pluie et la libère lentement pendant des semaines. L'action capillaire du bois garantit que l'eau est attirée vers le haut, directement dans la zone racinaire de vos plantes. Je connais un jardinier dans le Brandebourg, l'une des régions les plus sèches d'Allemagne. Il a créé 3 buttes de hugelkultur il y a 6 ans. Lors de la canicule de l'été 2018, quand même les grands arbres souffraient du stress hydrique et que les agriculteurs ne pouvaient plus irriguer leurs champs, il a arrosé ses buttes de hugelkultur exactement 3 fois. 3 fois en 4 mois. Les jardiniers de bacs surélevés de son quartier arrosaient quotidiennement. Ses plants de tomates ont dépassé les 2 mètres de haut et ont porté des fruits jusqu'en octobre. Ce n'est pas une exception, c'est le système, c'est de la physique, pas de la magie. Le deuxième principe est la dynamique des nutriments. Et ici, le véritable génie du système se révèle. Dans un bac surélevé, vous mettez de la terre, les plantes absorbent les nutriments, et après 1 ou 2 saisons, vous devez fertiliser ou rajouter de la nouvelle terre. C'est un système linéaire. Vous donnez, les plantes prennent, et finalement, il ne reste plus rien. Le sol s'effondre parce que la matière organique est épuisée. Après 3 ans, vous n'avez peut-être plus que 70% du volume initial. Vous remplissez, vous fertilisez, vous investissez à nouveau. Une butte de hugelkultur est un système régénératif. Le bois à l'intérieur commence à pourrir. Ce processus prend des années. Pour les gros troncs, même des décennies. Un chêne de 30 cm de diamètre met 15 à 20 ans pour pourrir complètement. Un hêtre, environ 10 à 15 ans. Les bois tendres comme le peuplier ou le saule vont plus vite, en 5 à 8 ans. Mais c'est parfait, car cela signifie une libération continue et lente de nutriments sur une longue période. À mesure que le bois pourrit, les nutriments qui y étaient liés sont libérés. Azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, tous les oligo-éléments. 1 mètre cube de bois contient environ 2 à 4 kg d'azote, 0,5 à 1 kg de phosphore et 1 à 2 kg de potassium.
Cela ne semble peut-être pas beaucoup, mais c'est libéré sur des années. Lentement, régulièrement, exactement quand les plantes en ont besoin. Il n'y a pas de lessivage, pas de surfertilisation, pas de carence. Le système se régule de lui-même. Et puis, il y a la chaleur. La décomposition de la matière organique est un processus exothermique. De la chaleur est libérée. Dans un tas de compost frais, on peut mesurer des températures de 60 à 70 degrés. Dans une butte de hugelkultur, le processus est plus lent, mais toujours mesurable. Au printemps, quand la température du sol dans un lit normal est de 8 à 10 degrés, on mesure 12 à 15 degrés à l'intérieur d'une butte de hugelkultur. Cela signifie que vous pouvez planter 3 à 4 semaines plus tôt. En automne, quand les premières gelées arrivent, la chaleur résiduelle de la butte protège les racines. Vous pouvez récolter 2 à 3 semaines de plus. Ensemble, vous gagnez 6 à 8 semaines de saison de croissance par an. Dans un climat qui devient de plus en plus imprévisible, cela vaut son pesant d'or. Mais le meilleur arrive maintenant. Pendant que le bois pourrit, de l'humus se crée. Pas n'importe quel humus, mais de l'humus permanent, stable. Cet humus est le résultat d'un processus complexe dans lequel les champignons, les bactéries et les organismes du sol décomposent le bois en ses composants et les réassemblent. Cet humus est noir, grumeleux et sent la terre forestière. Il a une capacité d'échange cationique élevée, ce qui signifie qu'il peut fixer les nutriments et les libérer au besoin. Il améliore la structure du sol, rend les sols lourds plus meubles, donne de la structure au sol sableux et séquestre le carbone. Après 5 ans, le sol d'une butte de hugelkultur est si fertile que vous n'avez pratiquement plus besoin d'engrais. J'ai une butte de hugelkultur dans mon propre jardin que j'ai commencé il y a 8 ans. Je n'ai pas ajouté de compost ni d'engrais depuis 5 ans. Rien. Je paille avec des tontes de gazon, c'est tout. Les tomates sont plus abondantes chaque année, les citrouilles plus grosses, les pommes de terre plus nombreuses. Le sol est si vivant que je peux creuser à 30 cm de profondeur avec ma main sans sentir de résistance. Il y a des vers de terre à n'en plus finir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un système que j'ai mis en place une fois et que j'ai ensuite laissé travailler. Le troisième principe est l'utilisation de l'espace et la surface de plantation. Mathématiquement, c'est simple, mais les effets sont énormes. Un bac surélevé est plat. Vous avez la surface au sol, rien de plus. Si votre bac surélevé mesure 1,20 x 2,40 mètres, vous avez 2,88 mètres carrés de surface de plantation. Une butte de hugelkultur avec la même emprise au sol, mais de 1 mètre de haut, possède environ 4 à 4,5 mètres carrés de surface grâce à sa forme inclinée. C'est plus de 40% de surface de plantation supplémentaire sur la même emprise. Mais ce n'est que le début. Les différents côtés d'une butte de hugelkultur offrent des microclimats différents. Et si vous comprenez cela, si vous l'utilisez, votre productivité se multiplie. Le côté sud d'une butte, surtout si elle est orientée est-ouest, reçoit le plein soleil. Il est chaud, il sèche plus vite et il est parfait pour les cultures exigeantes en chaleur. C'est ici que vous plantez des tomates, des poivrons, des aubergines, des melons, des citrouilles. Ces plantes ont besoin de chaleur, elles ont besoin de soleil et elles supportent bien d'avoir les pieds au sec. Le côté sud incliné leur offre exactement cela. Le côté nord est plus frais et plus humide. Il reçoit une lumière indirecte, du soleil le matin, de l'ombre à midi grâce à la crête de la butte. Il sèche plus lentement et reste humide plus longtemps. C'est idéal pour les cultures qui ont tendance à monter en graines à cause de la chaleur. Laitue, épinards, blettes, roquettes, légumes asiatiques. En plein été, alors que la laitue dans un lit plat monte en graines et devient amère après 2 semaines, vous pouvez récolter de la laitue croquante tout l'été sur le côté nord d'une butte de hugelkultur. Je parle d'expérience. Je récolte de la laitue paumée de mai à septembre parce que le côté nord de ma butte crée un microclimat parfait pour la laitue. La crête de la butte, le point le plus haut, est le plus sec. Ici, l'eau s'évapore rapidement. Ici, le drainage est parfait. C'est l'endroit pour les herbes aromatiques. Thym, romarin,
sauge, origan, lavande. Ces plantes méditerranéennes détestent avoir les pieds mouillés. Sur la crête d'une butte de hugelkultur, elles trouvent des conditions parfaites. Elles deviennent buissonnantes, aromatiques, résilientes et elles sont magnifiques. Une butte de hugelkultur avec du thym et de la lavande en fleurs sur la crête n'est pas seulement productive, elle est belle. La base de la butte, là où elle rejoint le sol, est l'endroit le plus humide. L'eau s'y accumule. Le sol y est toujours légèrement humide. C'est parfait pour les plantes gourmandes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Courgettes, citrouilles, concombres. Ces plantes ont d'énormes feuilles. Elles transpirent énormément. Elles ont besoin d'une humidité constante. À la base d'une butte de hugelkultur, elles obtiennent exactement cela, sans que vous ayez à arroser quotidiennement. Ainsi, sur une seule butte, vous pouvez créer des zones pour des plantes complètement différentes. Vous n'utilisez pas seulement plus d'espace, vous l'utilisez plus intelligemment. Vous travaillez avec les conditions naturelles de la butte, avec le soleil, l'ombre, l'humidité, le drainage. C'est de la permaculture dans sa forme la plus pure. C'est ainsi que les humains ont cultivé avec succès pendant des millénaires, avant que nous n'oublions que la nature est un système, pas un problème à résoudre. Le quatrième principe est la longévité et l'efficacité des coûts. Et ici, la différence dramatique entre une solution à court terme et un système à long terme se révèle. Un bac surélevé en bois dure peut-être 5 à 10 ans, selon le type de bois et la météo. Le bois de mélèze dure plus longtemps que le pin, mais même le mélèze finit par pourrir. Les planches se courbent, la construction devient instable et les vis rouillent. À un moment donné, la décision doit être prise, réparer ou reconstruire. Les deux coûtent de l'argent et du temps. Un bac surélevé en plastique pourrait durer plus longtemps, peut-être 15 à 20 ans. Mais le plastique est problématique d'un point de vue écologique. Il contient souvent des plastifiants qui peuvent s'infiltrer dans le sol. Il s'altère au soleil, devient cassant, se fissure, et à la fin, vous vous retrouvez avec un gros déchet plastique qu'il faut éliminer. Est-ce vraiment durable? Est-ce vraiment l'avenir que nous voulons? Une butte de hugelkultur ne vous coûte pratiquement rien en matériaux. Vous avez besoin de bois, et vous pouvez en trouver partout. Si vous avez une propriété avec des arbres, des branches sont produites régulièrement. Si vous abattez des arbres ou en faites abattre, vous avez des troncs. Si vous avez une forêt à proximité, vous pouvez souvent récupérer des arbres tombés dont personne ne veut. Les forestiers sont souvent contents quand quelqu'un emporte du bois endommagé par les tempêtes ou du bois d'éclaircie. Les services municipaux ont parfois des déchets verts dont ils veulent se débarrasser. Même si vous devez acheter du bois, les coûts sont minimaux. Le bois de chauffage qui n'est plus bon à brûler parce qu'il a déjà commencé à pourrir est parfait pour les buttes de hugelkultur et est souvent gratuit ou très bon marché. Je n'ai pas payé 1 centime pour le bois de ma dernière butte. J'ai un voisin qui a taillé ses arbres fruitiers, 5 heures de travail, et j'avais assez de matériel pour une butte de 8 mètres de long. J'ai récupéré la terre sur un chantier voisin où l'on creusait un sous-sol. Il voulait se débarrasser de la terre. Je suis allé la chercher. Coût, 0 €. Mais la vraie différence ne réside pas dans le prix initial. Elle réside dans ce qui se passe après 5, 10, 20 ans. Vous devez renouveler un bac surélevé. Une butte de hugelkultur se bonifie. La première année, elle est à son minimum de productivité car le système est encore en train de s'ajuster. La deuxième année, la décomposition commence vraiment et les rendements augmentent. La troisième année, elle atteint son apogée et ce pic se maintient pendant des années, voire des décennies. Je connais des buttes de hugelkultur qui existent depuis 15 ans et qui sont toujours productives. Les buttes sont devenues plus plates entre-temps parce que le bois s'est tassé, mais le sol est si riche, si vivant, que vous pouvez continuer à jardiner dessus sans aucun problème. Si vous calculez ce qu'un bac surélevé coûte sur 20 ans, vous arrivez entre 1 500 et 3 000 €. Construction, terre, remplissage, reconstruction potentielle. Une butte de hugelkultur vous coûte peut-être 100 € et votre temps de travail sur la même période. Même si vous évaluez votre travail à 20 € de l'heure, et même si vous avez besoin de 2 jours pour la construction,
vous arrivez à 400 €. C'est une fraction du prix d'un bac surélevé. Et après ces 20 ans, vous n'avez pas seulement économisé de l'argent, vous avez également développé une compréhension profonde du fonctionnement des systèmes naturels. Cette connaissance n'a pas de prix. Le cinquième principe est l'intelligence écologique. Et ici, nous entrons sur un territoire que la plupart des jardiniers ne comprennent pas, parce qu'il est invisible. Un bac surélevé est un système isolé. La terre qu'il contient a peu de connexion avec le sol environnant. Oui, les vers de terre peuvent migrer par le bas si le bac n'a pas de fond, mais le mouvement est limité. Le bac surélevé est une île, séparée de la terre vivante qui l'entoure. Les micro-organismes dont vous avez besoin doivent être introduits par le compost, le paillis ou l'engrais. Une butte de hugel-culture fait partie de la terre vivante. Ce n'est pas une île, c'est une élévation dans le même écosystème. Les organismes vivant dans le sol y migrent. Les vers de terre creusent leur galerie du bas vers le haut, à travers la terre et jusque dans le bois. Ils transportent la matière organique vers le bas, font remonter la terre et mélangent le tout. Leurs déjections, l'humus de verre, sont l'un des engrais les plus précieux au monde. Dans une butte de hugel-culture bien établie, on trouve des vers de terre en abondance. J'ai compté. Dans une pelletée de terre de ma butte, je trouve en moyenne 10 à 15 vers de terre. C'est le signe d'un sol extrêmement sain. Mais les vers de terre ne sont que le début. Le bois attire les champignons. Les champignons sont les véritables maîtres de la décomposition. Ils peuvent décomposer la cellulose et la lignine, les principaux composants du bois. Et pendant qu'ils font cela, ils forment des mycéliums, des réseaux filamenteux qui parcourent toute la butte. Ces mycéliums ne sont pas seulement des décomposeurs, ce sont aussi des réseaux de transport. Ils se connectent aux racines des plantes, formant des symbioses mycorhiziennes. Les champignons donnent aux plantes des nutriments et de l'eau qu'ils puisent dans le sol et le bois en décomposition. Les plantes donnent aux champignons du sucre qu'elles produisent par photosynthèse. C'est un partenariat, et les deux en bénéficient. Ces réseaux mycorhiziens rendent vos plantes plus résilientes. Les plantes avec mycorhizes peuvent mieux survivre à la sécheresse car les filaments fongiques apportent de l'eau d'une zone beaucoup plus vaste que ne le pourraient les racines seules. Elles sont plus résistantes aux maladies parce que les champignons produisent des substances messagères qui renforcent le système immunitaire de la plante. Elles poussent mieux car elles ont accès à des nutriments qui seraient inaccessibles sans les champignons. Et puis il y a les insectes et autres animaux. Le bois de la butte de hugel-culture attire les larves de coléoptères. De nombreuses espèces de coléoptères pondent leurs œufs dans le bois en décomposition. Les larves se frayent un chemin à travers le bois, le déchiquettent, le rendant plus accessible aux bactéries et aux champignons. Cétoines dorées, scarabées rhinocéros, lucanes cerfs-volants, toutes ces espèces bénéficient du bois pourri, et pendant qu'elles le décomposent, elles deviennent elles-mêmes de la nourriture pour les oiseaux, les hérissons et les musaraignes. Vous créez une chaîne alimentaire. Les carabes s'installent car il y a de nombreuses cachettes dans une butte de hugel-culture, de nombreux interstices entre les morceaux de bois. Les carabes sont des prédateurs. Ils mangent les limaces, leurs œufs, les pucerons, tout ce qui pourrait nuire à vos plantes. Une seule larve de carabe peut manger plusieurs centaines d'œufs de limaces au cours de sa vie. Si vous avez des carabes dans votre jardin, vous n'avez pas besoin de granulés anti-limaces. Les araignées tissent leur toile entre les plantes, attrapant mouches, moustiques et pucerons. Les crapauds et les lézards trouvent refuge dans les cavités de la butte, chassant les limaces et les insectes la nuit. Vous ne construisez pas seulement un potager, vous créez un habitat, et cet habitat se régule de lui-même. Les ravageurs sont maintenus sous contrôle par les auxiliaires. Les maladies ne se propagent pas car la diversité biologique est si élevée qu'aucun organisme ne peut dominer. Je ne parle pas métaphoriquement, je parle de quelque chose que vous pouvez voir, entendre et ressentir. Ma butte de hugel-culture vrombit et bourdonne en été. Abeilles, bourdons, cirfes, tout est là. La nuit, j'entends les crapauds coasser. Le matin, je vois les oiseaux chanteurs chercher des insectes entre les plantes. C'est un écosystème fonctionnel. C'est ainsi que devrait être un jardin. Le sixième principe est l'adaptabilité. Les bacs surélevés sont rigides. Vous les achetez d'une certaine taille. Vous les construisez selon les instructions. Vous avez peu de marge de manœuvre.
Vous pouvez créer une butte de hugel culture de n'importe quelle forme et taille imaginable. Vous pouvez faire une petite butte de 50 cm de haut et 2 mètres de long, parfaite pour un petit jardin ou pour un test. Vous pouvez construire une butte géante de 1,50 m de haut et 10 mètres de long si vous avez de l'espace et du bois. Vous pouvez créer plusieurs petites buttes ou une seule grande. Vous pouvez les faire droites ou courbées, comme écran d'intimité ou comme délimitation. La forme suit vos besoins, pas un modèle. Vous pouvez créer des buttes sur n'importe quel sol, sur l'argile, sur le sable, sur le gravier, même sur une prairie, sans avoir à travailler le sol en dessous. Si vous avez un jardin où le sol est compacté et où rien ne veut pousser, vous posez simplement une butte de hugel culture par-dessus. Le bois crée une structure, la décomposition ameublit le sol en dessous, les vers de terre creusent, et après quelques années, même un sol argileux compacté devient soudainement fertile. Si vous vivez dans une région menacée par les inondations, les buttes de hugel culture offrent une protection surélevée. Vos plantes se tiennent plus haut sans que vous ayez besoin de construction coûteuse. Lors d'une inondation de 20 ou 30 cm de haut, vos tomates sur une butte sont en sécurité, alors qu'elles se noieraient dans un lit plat. Et voici quelque chose que presque personne ne considère. Les buttes de hugel culture sont dynamiques. La première année, elles sont hautes et escarpées. Après 3 ans, elles se tassent, deviennent plus plates et la forme change. Après 10 ans, elles sont devenues un doux monticule, presque au niveau du sol. Mais ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Vous pouvez rajouter de nouvelles couches, élevant à nouveau la butte, ou vous la laissez s'aplanir et vous avez la meilleure terre imaginable à cet endroit. Vous pouvez y continuer un potager normal sans plus jamais avoir besoin de beaucoup fertiliser. Restez car vient maintenant la partie que la plupart des gens négligent et qui décide du succès ou de l'échec. Comment créer concrètement une butte de hugel culture? C'est plus facile que vous ne le pensez, mais il y a des subtilités qui font la différence entre un lit médiocre et un autre qui vous nourrira pendant des années. D'abord, vous choisissez l'emplacement. Idéalement, une orientation est-ouest pour que le côté sud de la butte reçoive un maximum de soleil et que le côté nord reste frais. Mais si votre jardin ne le permet pas, une orientation nord-sud fonctionne aussi. Vous n'avez pas besoin d'un sol parfait, mais évitez la stagnation de l'eau. Si vous avez une zone où l'eau stagne après chaque pluie, ce n'est pas le bon endroit. Une butte de hugel culture stocke l'eau, mais elle n'aime pas être inondée. Si vous n'avez que de telles zones, vous devez d'abord assurer un drainage, peut-être par une tranchée ou une couche de drainage de gravier grossier. Ensuite, vous marquez l'emprise au sol. Une butte de hugel culture ne devrait pas être plus large que 1,20 à 1,60 mètres afin que vous puissiez l'atteindre facilement des deux côtés sans avoir à marcher sur la butte. La longueur dépend de vous. J'ai vu des buttes de 3 mètres de long et d'autres qui dépassaient les 20 mètres. La mienne fait 8 mètres de long, 1,40 mètres de large et environ 1 mètre de haut. C'est une bonne taille pour débuter. Certaines personnes décortiquent le sol à l'endroit marqué, sur environ 20 à 30 cm de profondeur. Cela présente l'avantage d'avoir plus de terre pour recouvrir la butte et de l'ancrer un peu plus profondément dans le sol, ce qui lui donne de la stabilité. Cependant, ce n'est pas strictement nécessaire. Vous pouvez aussi construire votre butte directement sur le sol. J'ai fait les deux, et les deux variantes fonctionnent. Si vous creusez, mettez la terre de côté. Vous en aurez besoin plus tard. Maintenant vient le bois. C'est la partie la plus importante. Parlons-en en détail. Utilisez des troncs épais ou des branches comme base. Plus le bois est épais, plus le système dure longtemps. Un tronc de 30 cm de diamètre vaut mieux que 3 branches de 10 cm. Pourquoi? Parce que le bois plus épais pourrit plus lentement et fournit de l'eau et des nutriments plus longtemps. Les pièces les plus épaisses vont au milieu de la butte, là où elle sera la plus haute. Les branches plus petites vont sur les côtés. Quel type de bois devriez-vous utiliser? En gros, n'importe lequel, mais il y a des différences. Les bois tendres comme le peuplier, le saule, le bouleau et l'aulne pourrissent plus vite, en 5 à 8 ans. Ils libèrent les nutriments plus rapidement et sont bons pour débuter si vous voulez voir des résultats rapides.
Les bois durs comme le chêne, le hêtre, le frêne et l'érable pourrissent plus lentement, 10 à 20 ans. Ils sont meilleurs pour les systèmes à long terme. Le bois de conifères comme le pin, l'épicéa et le sapin se situe entre les deux, 8 à 12 ans. Il a l'avantage d'avoir initialement un effet un peu fongicide grâce à la résine, ce qui peut réduire les maladies fongiques chez les plantes. Évitez le bois traité, le bois peint ou le bois contenant des produits chimiques. Vous ne voulez pas de toxines dans votre jardin. Tout le reste est bon. Même le bois qui a déjà commencé à pourrir est parfait. Certaines personnes pensent que seul le bois frais fonctionne. C'est le contraire. Le bois partiellement pourri est déjà colonisé par les champignons. Le processus de décomposition commence plus vite. Les nutriments deviennent disponibles plus tôt. Posez les troncs parallèlement sur la longueur de la butte ou empilez-les en croix. Les deux fonctionnent. Si vous les posez parallèlement, vous avez une structure plus uniforme. Si vous les empilez en croix, vous créez plus de cavités et plus de circulation d'air. Le processus de décomposition se déroule plus vite. Je préfère un mélange. La couche inférieure parallèle, puis une couche en travers, puis parallèle à nouveau. Cela donne à la fois stabilité et aération. Il est important qu'il ne reste pas de grandes cavités vides. Si vous avez des interstices entre les gros troncs, remplissez-les avec de la petite broussaille, des brindilles ou des bâtons. Plus le bois est compacté, mieux la butte gardera sa forme plus tard. Mais n'exagérez pas. Quelques cavités sont en fait bénéfiques. Elles offrent un abri aux animaux et de l'air pour la décomposition aérobie. Certains demandent si le bois doit être écorcé. Non, l'écorce fait partie du système. Elle pourrit avec lui. C'est de la nourriture pour les organismes qui s'y installeront. Certains demandent s'ils doivent broyer les branches. Seulement si vous avez des branches très longues et encombrantes. Sinon, non. Le bois entier dure plus longtemps, stocke plus d'eau et libère des nutriments sur une plus longue période. La première couche va sur le bois, la matière organique. C'est crucial et beaucoup font des erreurs ici. Cette couche doit être riche en azote pour compenser la fixation initiale d'azote par le bois en décomposition. Les bons matériaux sont les mottes de gazon, retournées avec les racines vers le haut, les tontes de gazon, mais pas trop épaisses, sinon elles vont fermenter et puer. Les feuilles, surtout celles d'arbres fixateurs d'azote, comme l'aulne ou le robinier. Le compost semi-mûr, la meilleure chose qui soit. Les déchets verts de plantes riches en azote, comme les orties ou le trèfle. Le fumier. Si vous avez accès à du fumier de cheval, de vache ou de poule, c'est fantastique. Cette couche doit faire 10 à 20 cm d'épaisseur sur toute la butte. Elle a deux fonctions. Elle comble les vides entre les bois, empêchant la terre de s'enfoncer plus tard, et elle introduit de l'azote dans le système. Le bois a un rapport carbone-azote d'environ 500 pour 1. En pourrissant, les micro-organismes ont besoin d'azote. S'ils n'en trouvent pas dans la couche riche en azote, ils le puisent dans le sol environnant et les racines des plantes. Vos plantes souffriront alors d'une carence en azote. La couche azotée empêche cela. Maintenant vient la terre. Si vous avez de la bonne terre de jardin, parfait. Sinon, utilisez ce que vous avez. Vous pouvez prendre de la terre de votre propriété. Vous pouvez en récupérer sur un chantier. Vous pouvez en acheter si nécessaire. La qualité n'est pas aussi décisive que la plupart le pensent. La terre s'améliorera grâce à la décomposition du bois et à l'activité des organismes. J'ai réalisé ma dernière butte de hugelculture avec des déblais de chantier. Une terre assez argileuse et pauvre. Après 2 ans, elle était plus noire, plus grumeleuse et plus vivante que ma meilleure terre de jardin. La couche de terre doit faire au moins 20 à 30 cm d'épaisseur partout sur la butte. Sur la crête, le point culminant, un peu plus épaisse, 40 cm ou plus. C'est ici que vous mettrez des plantes à racines profondes. Elles ont besoin d'espace. Sur les côtés, 20 cm suffisent, là où vous pouvez planter des cultures à racines superficielles, comme la laitue. Façonnez la butte pendant que vous appliquez la terre. Les côtés ne doivent pas être trop raides, sinon la terre glissera. Un angle de 30 à 45 degrés est idéal. Vous pouvez façonner la terre avec vos mains et la tasser avec une pelle. Ne vous inquiétez pas si elle n'a pas l'air parfaite. La butte va se tasser et la forme changera. C'est normal.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une dernière couche de paillage. Paille, foin, tonte de gazon, feuilles, copeaux de bois. Le paillis maintient l'humidité, supprime les mauvaises herbes et nourrit les animaux du sol. Je paille toujours mes buttes sur environ 5 à 10 cm d'épaisseur. La première année, le paillis se tasse, pourrit partiellement et devient partie intégrante du système. Et c'est tout. Vous avez maintenant un monticule de bois, de matière organique et de terre. Cela a peut-être pris une journée, peut-être deux, selon la taille et l'aide que vous aviez. Mais ce que vous avez créé vous nourrira pendant des années. La première année, la butte va se tasser. C'est normal et souhaitable. Elle peut perdre 20 à 30% de sa hauteur, car le bois commence à pourrir, les cavités se referment et la terre s'enfonce. Ce n'est pas un problème. La première année, la décomposition ne fait que commencer. Et vous remarquerez peut-être que certaines plantes poussent moins bien que prévu. C'est parce que le système s'ajuste, les micro-organismes s'installent et les processus démarrent. Utilisez la première année pour des plantes peu exigeantes. Les pommes de terre sont absolument parfaites. Elles poussent sur presque n'importe quel sol. Elles pardonnent les erreurs. Elles ameublissent le sol avec leurs racines. Elles profitent de la chaleur du début de décomposition. Et la récolte est facile. Vous arrachez la plante et les pommes de terre viennent avec. Les citrouilles sont idéales pour la première année. Elles ont d'énormes racines qui pénètrent profondément dans le bois et le brisent. Elles apportent des champignons mycorhiziens qui colonisent le système. Leurs grandes feuilles ombragent le sol, le maintiennent humide et suppriment les mauvaises herbes. Et les citrouilles sont gourmandes. Elles utilisent les premiers nutriments qui sont libérés. À partir de la deuxième année, le système explose littéralement. La décomposition bat son plein, les nutriments circulent, l'eau est disponible et la mycorhize est établie. Maintenant, vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez. Les tomates atteindront des hauteurs de plus de 2 mètres, massives avec des tiges épaisses, produisant de juillet à octobre. J'ai eu des plants de tomates sur ma butte qui sont devenus si grands que j'ai dû les soutenir avec des cordes. Un seul plant a produit plus de 20 kg de fruits. Les courgettes se transforment en monstres. En terrain plat, on lutte souvent contre l'oïdium sur les courgettes. Les plantes tombent malades après 6 semaines. La récolte s'effondre. Sur une butte de hugelculture, avec un drainage parfait, un sol sain et le soutien des mycorhizes, les plants de courgettes restent en bonne santé jusqu'aux premières gelées. Vous récoltez de juillet à octobre, kilo après kilo. Les laitues seront plus tendres que tout ce que vous avez jamais mangé. Sur le côté nord de ma butte, je récolte des laitues en plein été qui sont si juteuses et croquantes que les visiteurs ne croient pas qu'elles viennent de mon jardin. Le secret est le microclimat. Plus frais, plus humide, sans la chaleur brutale de midi qui détruit habituellement la laitue. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La première année, vous n'avez pratiquement pas besoin d'arroser une butte de hugelculture. Le bois est gorgé d'eau. Si vous la mettez en place au printemps, le bois est humide de l'hiver. Quand il pleut, le bois s'imbibe d'eau comme une éponge. En été, quand les autres jardiniers arrosent tous les jours, vos plantes sur la butte restent vertes et juteuses. Vous arrosez peut-être une fois par semaine, peut-être tous les 10 jours lors des chaleurs extrêmes. C'est tout. À partir de la deuxième année, vous arrosez encore moins. Le bois pourri stocke l'eau encore mieux que le bois frais. Les réseaux mycorhiziens transportent l'eau efficacement. Les plantes s'enracinent profondément dans le bois, là où il y a toujours de l'humidité. Certains étés, je n'ai pas arrosé ma butte du tout. Zéro. Seulement la pluie. Et les plantes étaient plus saines que les années où j'arrosais des planches traditionnelles. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et les ravageurs, et les maladies? Voici la vérité que personne n'aime entendre, parce qu'elle ne correspond pas à un monde qui veut vendre un produit pour chaque problème. Un système sain est résilient. Les ravageurs et les maladies ne sont pas le problème. Ce sont les plantes faibles dans un sol malsain qui sont le problème. Dans une butte de hugelculture, la diversité biologique l'emporte. Le bois attire les carabes qui mangent les œufs de limaces. Il attire les mille-pattes qui décomposent la matière organique. Il attire les araignées qui attrapent les pucerons. Les crapauds trouvent des cachettes dans les cavités et chassent les limaces la nuit. Les oiseaux viennent picorer les chenilles sur les choux. Le système se régule.
Les plantes elles-mêmes sont plus saines car elles sont constamment approvisionnées en nutriments et en eau. Une plante bien nourrie a des parois cellulaires plus épaisses, plus de métabolites secondaires et un système immunitaire plus fort. Elle est moins attirante pour les ravageurs. Les pucerons préfèrent les plantes stressées, ayant une teneur élevée en sucre dans la sève. Les plantes saines ont des niveaux de nutriments équilibrés, une teneur en sucre plus faible et sont inintéressantes pour les pucerons. Bien sûr, vous ne serez pas totalement exempt de problèmes. Aucun jardin ne l'est. Vous aurez des limaces, vous verrez peut-être de l'oïdium, des pucerons, des chenilles, mais vous constaterez que les problèmes sont moindres et plus gérables. Vous remarquerez que les équilibres naturels s'établissent souvent sans que vous ayez à intervenir. Une colonie de pucerons apparaît, et 3 jours plus tard, les coccinelles sont là pour les décimer. Les limaces mangent la laitue, mais le crapaud de votre butte mange les limaces plus vite qu'elles ne peuvent se multiplier. Je n'ai pas utilisé de produits chimiques dans mon jardin depuis 5 ans. Pas de granulés anti-limaces, pas de fongicides, pas d'insecticides. Je n'en ai pas besoin. Mon jardin se régule lui-même, car j'ai créé des systèmes qui fonctionnent. Les buttes de Hugel Culture sont une pièce maîtresse de ces systèmes. Ce que je vous dis maintenant est crucial, et je ne saurais trop insister. Beaucoup de gens construisent une butte de Hugel Culture et s'attendent à une perfection immédiate. Ils voient que tout ne fonctionne pas de manière optimale la première année, et ils abandonnent. Ils disent que les buttes de Hugel Culture ne fonctionnent pas. Ils retournent à ce qu'ils connaissent. C'est une erreur tragique, car ils n'ont pas pensé le système jusqu'au bout. Une butte de Hugel Culture est un investissement dans l'avenir. Ce n'est pas pour les gens qui veulent des résultats rapides ou qui attendent des rendements parfaits dès la saison prochaine. C'est pour les gens qui comprennent que les meilleures choses prennent du temps. La première année, le système apprend. Les micro-organismes s'installent, les champignons se propagent, la décomposition commence et les processus se mettent en marche. La deuxième année, le système démarre. Les nutriments deviennent disponibles, l'eau est stockée et les rendements augmentent considérablement. À partir de la troisième année, le système vous montre ce dont il est réellement capable. Et dès lors, il ne fait que s'améliorer. Année après année, pendant des décennies. Si vous pensez que 3 ans c'est long, alors vous avez une mentalité de consommateur, pas d'autoproducteur. Nos ancêtres pensaient en générations. Ils plantaient des arbres fruitiers que leurs petits-enfants récolteraient. Ils construisaient des systèmes censés durer des décennies. Ils comprenaient que la véritable sécurité ne vient pas de solutions à court terme, mais de systèmes à long terme. Nous l'avons oublié. Nous vivons dans un monde qui suggère que tout doit être immédiatement disponible. Café instantané, restauration rapide, livraison le jour même. Nous avons oublié comment attendre, comment être patient, comment penser en cycle à long terme. Mais la nature ne peut pas être accélérée. Un arbre pousse à son propre rythme. Le sol se développe sur des années. Un écosystème a besoin de temps pour s'établir. Si vous êtes prêt à avoir cette patience, si vous êtes prêt à investir 3 ans pour créer un système qui vous nourrira pour les 20, 30 prochaines années, alors cet investissement se multipliera par 1000. Alors vous n'avez pas seulement un potager productif, vous avez un morceau d'indépendance. Vous avez un système qui fonctionne, quoi qu'il arrive. Sécheresse, la butte stocke l'eau. Engrais coûteux, la butte produit ses propres nutriments. Pénurie d'approvisionnement, vous n'êtes pas dépendant des livraisons. Laissez-moi vous montrer comment tout cela s'assemble, comment tous les principes interagissent pour former un système qui est plus grand que la somme de ses parties. Vous avez une butte de Hugel Culture. Elle stocke l'eau grâce au bois à l'intérieur. Elle libère des nutriments par décomposition. Elle offre plus de surface de plantation grâce à sa forme. Elle crée des microclimats par son exposition. Elle ne coûte presque rien en matériaux. Elle s'améliore avec le temps, ne se dégrade pas. C'est un écosystème vivant qui se régule. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Cela signifie que sur une surface équivalente à un bac surélevé moyen, vous pouvez produire 60 à 80% de nourriture en plus. Cela signifie que vous passerez peut-être 10 heures de travail par an sur cette butte au lieu de 50 heures sur un lit traditionnel. Cela signifie que vous êtes plus résilient face aux sécheresses, aux fortes pluies, aux conditions météorologiques extrêmes.
Cela signifie que vous êtes plus indépendant des marchés, des prix et des chaînes d'approvisionnement. Cela signifie que vous avez une part de réelle souveraineté dans votre jardin. Imaginez que vous ayez 4 buttes de hugelculture dans votre jardin. Chacune mesure 7 mètres de long, 1,40 m de large et 1 mètre de haut. Cela correspond à environ 40 mètres carrés d'emprise au sol, mais grâce à la forme en butte, vous avez 60 mètres carrés de surface de plantation. Vous plantez de manière stratégique. Sur le côté sud de la première butte, des tomates, 12 plants. Chacun produit 15 à 20 kg, soit un total de 180 à 240 kg de tomates. Sur le côté nord, de la laitue, plantée en rotation. Une nouvelle rangée toutes les 2 semaines. De mai à septembre, vous récoltez en continu. Sur la crête, des herbes aromatiques, thym, romarin, origan, basilic. À la base, des courgettes, 4 plants, chacun produisant 10 à 15 kg. Deuxième butte, côté sud, poivrons et aubergines. Côté nord, blettes et épinards. Crête herbe, base citrouille. 2 plants. Chacun produit 3 à 5 grosses citrouilles, plus d'innombrables petites. Troisième butte, côté sud, melons et concombres. Côté nord, légumes asiatiques et roquettes. Crête, ciboulette et persil. Base, pommes de terre sous paillis. 30 à 40 kg de récolte. Quatrième but, champ expérimental. Cultures exotiques, nouvelles variétés, choses que vous voulez essayer. Vous utilisez chaque centimètre, chaque microzone, chaque avantage. Après 3 ans, ces 4 buts produisent plus de nourriture que 15 bacs surélevés traditionnels de la même emprise. Et tout cela sans avoir à arroser tous les jours, sans acheter de terres coûteuses, sans utiliser d'engrais chimiques. Vous travaillez avec la nature, pas contre elle. Vous faites partie du système, vous n'en êtes pas le maître. Mais il s'agit de plus que du simple rendement. C'est une question de philosophie. Quand vous créez une butte de hugelculture, vous prenez une décision fondamentale. Vous décidez de travailler avec la nature, de comprendre ses principes, d'utiliser ses systèmes. Vous choisissez la régénération plutôt que l'extraction. Vous choisissez de penser à long terme, en cycle plutôt qu'en trimestre. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, à notre époque. Nous vivons dans un monde conçu pour le profit à court terme, pour les solutions rapides, pour la consommation. Tout est censé être immédiatement disponible, bon marché, pratique. Mais cette façon de penser mène aux crises que nous voyons. Des sols épuisés parce que pendant des décennies, on a seulement pris sans rien rendre. Le changement climatique parce que nous avons brûlé des combustibles fossiles sans penser aux conséquences. Des systèmes alimentaires qui s'effondrent parce qu'ils reposent sur des chaînes d'approvisionnement mondiales qui se brisent à la moindre perturbation. Les grands défis de notre temps ne peuvent être surmontés par des solutions miracles. La crise climatique, la dégradation des sols, la fragilité de nos systèmes alimentaires, la perte de biodiversité. Tout cela nécessite une remise en question fondamentale. Il faut des gens qui comprennent que les vraies solutions prennent du temps, qu'elles exigent de la patience, des connaissances, de l'engagement, mais qu'elles sont alors d'autant plus robustes, d'autant plus durables, d'autant plus efficaces. Une butte de hugelculture est un petit pas. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est un symbole. Elle montre qu'il existe une autre voie, que nous n'avons pas à être dépendants des produits que l'on nous vend, que nous pouvons créer des systèmes qui fonctionnent, qui sont régénératifs, qui nous nourrissent et améliorent simultanément le sol, séquestrent le carbone et créent un habitat. Je veux être honnête avec vous. Créer une butte de hugelculture est un travail physique. Vous transporterez du bois, peut-être des troncs pesant 50 ou 100 kg. Vous déplacerez de la terre, des brouettes pleines, chargement après chargement. Vous allez transpirer, vos muscles vont brûler. Le soir, vous serez épuisé. Ce n'est pas aussi pratique que de commander un bac surélevé, prêt à l'emploi en ligne, d'aller le chercher en voiture et de le visser en 1 heure. Mais c'est précisément le point. Nous nous sommes habitués au confort, et ce confort nous a rendus faibles. Il nous a rendus dépendants. Dépendants de chaînes d'approvisionnement que nous ne contrôlons pas. Dépendants de l'argent que nous devons gagner. Dépendants de systèmes qui échappent à notre pouvoir. Chaque fois que vous choisissez la facilité,
vous abandonnez une part d'indépendance. Si vous êtes prêt à investir un week-end, à travailler physiquement, à mettre les mains dans la terre, alors vous créez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous créez un système qui vous nourrira pendant les 20 prochaines années. Vous acquérez des connaissances pratiques et applicables qui n'ont pas de prix. Vous acquérez des compétences qui vous rendent plus indépendant. Vous gagnez de la confiance en vous, car vous savez que vous pouvez créer quelque chose, que vous pouvez prendre soin de vous-même. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Pas dans des actions, pas dans l'or, pas dans les assurances, dans les compétences, dans les systèmes, dans l'indépendance, dans la capacité de cultiver de la nourriture pour vous, pour votre famille, pour votre communauté. Cette compétence est intemporelle. Elle était précieuse il y a 1000 ans. Elle est précieuse aujourd'hui. Elle sera précieuse dans 100 ans. Et voici quelque chose que presque personne ne mentionne, mais qui est peut-être le plus important. La capacité de cultiver sa propre nourriture change votre attitude psychologique face au monde. Quand vous savez que vous pouvez vous nourrir quoi qu'il arrive, une grande partie de la peur que ressentent beaucoup de gens aujourd'hui disparaît. La peur de perdre son emploi, de l'inflation, des crises. Vous n'êtes plus aussi vulnérable. Vous avez une base. Cette sécurité intérieure n'a pas de prix. C'est ce que nos ancêtres avaient et ce que nous avons perdu. Elle ne vient pas d'un compte bancaire, ni d'un contrat d'assurance. Elle vient de la connaissance que vous avez des compétences qui fonctionnent, que vous avez créé un système qui vous porte, que vous n'êtes pas impuissant. Cette sécurité change tout. Vous prenez des décisions d'une position de force, pas de la peur ou du manque. Vous pouvez prendre des risques parce que vous avez un filet de sécurité. Vous pouvez dire non aux choses qui ne sont pas bonnes pour vous, car vous n'êtes pas complètement dépendant. Vous êtes plus libre, et la liberté commence par la capacité à subvenir à ses propres besoins fondamentaux. Nous sommes à un tournant. Les systèmes qui nous nourrissent sont plus fragiles que la plupart des gens ne le réalisent. Des chaînes d'approvisionnement longues et complexes, dépendantes d'un pétrole bon marché, de conditions politiques stables, d'une météo prévisible. Les extrêmes climatiques augmentent. Sécheresse, inondations, mauvaises récoltes. Les sols s'érodent partout dans le monde plus vite qu'ils ne peuvent se régénérer. Les monocultures, vulnérables aux ravageurs et aux maladies, s'effondrent. En même temps, la population mondiale augmente. La demande de nourriture augmente. Vous n'avez pas besoin d'être pessimiste pour voir que nous allons vers des défis. Mais vous n'avez pas non plus à paniquer, car il existe des solutions pratiques et applicables. Les gens qui cultivent leur propre nourriture font partie de cette solution. Chaque jardin productif soulage un peu le grand système. Chaque personne compétente rend la société un peu plus résiliente. Vous êtes l'une de ces personnes, sinon vous ne seriez pas ici, vous n'auriez pas écouté jusqu'ici. Vous sentez que quelque chose ne va pas, que nous sommes devenus vulnérables, et vous cherchez des réponses, des moyens d'agir. La connaissance que je vous ai donnée aujourd'hui est l'une de ces réponses. La hugelculture n'est pas nouvelle. C'est un savoir ancien, testé au fil des siècles, prouvé dans des époques plus dures que la nôtre. Mais elle est presque oubliée car elle ne peut pas être commercialisée, car personne ne gagne d'argent quand vous construisez avec des branches de votre jardin un système qui fonctionne mieux que tout ce qu'on veut vous vendre. C'est pourquoi il est si important que vous partagiez ce savoir. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont un jardin, qui pensent à l'autosuffisance, qui veulent comprendre qu'il existe des alternatives. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà de l'expérience avec les buts de hugelculture, si vous avez des questions, si vous allez essayer quelque chose. Cette communauté ici prospère grâce à notre partage de connaissances, notre soutien mutuel et le fait de montrer qu'il existe une autre voie. Une voie qui est plus ancienne que la culture de consommation dans laquelle nous vivons. Une voie qui fonctionnait du temps de nos arrière-grands-parents et qui fonctionne encore aujourd'hui, peut-être même mieux, parce que nous pouvons la combiner avec une compréhension moderne. Et si vous appréciez cela, si vous voulez plus de ce savoir, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque abonnement montre qu'il y a des gens qui veulent de vraies solutions, pas seulement du divertissement, qui sont prêts à apprendre, à travailler, à investir dans leur propre indépendance, qui comprennent que l'avenir n'est pas construit par des entreprises, mais par des individus qui prennent leurs responsabilités. La décision vous appartient.
Vous pouvez ignorer ce savoir et continuer comme avant. Acheter des bacs surélevés, remplir de terre, arroser chaque été, rester dépendant des produits qu'on vous vend. Ou vous pouvez agir. Vous pouvez créer une butte de Ugel Culture au printemps prochain. Vous pouvez commencer à construire un système qui vous nourrira quand tout le reste échouera. Vous pouvez transmettre ce savoir à vos enfants, à vos amis, à tous ceux qui sont prêts à écouter. Nos ancêtres nous ont laissé ce savoir. Pas dans des livres, pas dans les universités, dans leur façon de vivre, dans les systèmes qu'ils ont bâtis, dans leur capacité à travailler avec la nature au lieu de lutter contre elle. C'est à nous de redécouvrir ce savoir, de l'appliquer et de le transmettre à la génération suivante. Car si nous ne le faisons pas, il sera perdu. Et avec lui seront perdues des compétences qui ont porté l'humanité pendant des millénaires. Le temps des excuses est fini. Pas assez d'espace? Une butte de Ugel Culture peut être petite. Pas assez de temps? Un week-end suffit. Pas assez d'argent? Cela ne coûte presque rien. Pas assez de connaissances? Vous venez d'apprendre tout ce qui est important. La seule question est, êtes-vous prêt à agir? Construisez votre première butte, faites des erreurs, apprenez-en, améliorez-la la fois suivante. Et dans 3 ans, quand vous serez sur votre butte et récolterez plus de tomates que vous ne pouvez en manger, quand vous remarquerez que vous n'avez pas arrosé depuis des semaines et que tout fleurit et prospère encore, quand vous tiendrez la terre entre vos mains et sentirez à quel point elle est vivante, pleine de vers, pleine de mycélium fongique, sombre et parfumée, alors vous comprendrez. Alors vous comprendrez que les vieilles méthodes ne sont pas obsolètes. Elles sont intemporelles. Elles fonctionnent tout aussi bien aujourd'hui qu'il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Elles n'attendent que nous pour les redécouvrir, pour que nous comprenions que la nature est le meilleur professeur, que les vrais systèmes n'ont pas besoin d'être compliqués, juste intelligents, que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Vous avez le savoir maintenant, vous avez les instructions, vous savez comment cela fonctionne, pourquoi cela fonctionne et à quoi faire attention. Le reste dépend de vous. Prenez ce savoir, sortez, commencez. Pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Marquez un endroit dans votre jardin. Ramassez du bois. Planifiez votre première butte de Ugel Culture. Faites le premier pas, puis le suivant, et celui d'après. Étape par étape, vous construirez un système qui vous nourrit, qui vous rend plus indépendant, qui vous montre, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de prendre soin de vous. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes capable. Et c'est l'enseignement le plus important de tous. Pas comment construire une butte de Ugel Culture, mais que vous le pouvez. Que vous êtes capable, que vous n'avez pas besoin d'être dépendant, que vous pouvez créer des systèmes qui fonctionnent. Cette prise de conscience changera tout pour vous, pour votre famille, pour tous ceux qui sont prêts à apprendre. C'est cela, l'indépendance. C'est cela, la liberté. Si cette histoire a changé votre vision du potentiel caché dans votre jardin, alors abonnez-vous à notre chaîne. Nous déterrons le savoir que le monde moderne a presque oublié. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé. Gardez un œil sur la terre et laissez un j'aime pour faire partie de ce mouvement.